Tout de suite, la deuxième partie de notre débat consacrée ce soir donc à cette réforme de l'assurance santé validée ce mercredi par la Cour suprême. C'était, vous le savez, la principale réforme de ce premier mandat Obama. Alors cette décision donne-t-elle un avantage décisif au président sortant? Je vous rappelle que nous sommes à 4 mois et demi de la présidentielle. On en parle tout de suite avec nos invités. Je vous les présente rapidement. Soufiane Al-Sabah, qui est auteur de L'Amérique de Mitt Romney, auteur également de La Nouvelle Droite américaine, qui sortira au mois d'août, les 2 ouvrages aux éditions Démopolis. Martin Michelot, chercheur au German Marshall Fund of the United States à Paris, spécialiste de la politique intérieure et politique étrangère des États-Unis. Guy Valencien, qui est professeur de médecine à l'université Paris-Descartes, auteur de La santé n'est pas un droit, et c'est aux éditions Bourrin, et François Durper, qui est spécialiste des États-Unis, historien à l'université de Cergy-Pontoise et auteur des États-Unis pour les nuls, et c'est aux éditions First, qui sera publié d'ici quelques semaines. Avant de reprendre notre débat, je vous propose tout de suite d'écouter Barack Obama, le président américain, donc, qui réagissait à cette décision de la Cour suprême. On l'écoute. Il y a eu beaucoup de discussions aujourd'hui. Mais toutes ces discussions politiques sont passées à côté de quelque chose d'essentiel. Qu'importe la politique, la décision d'aujourd'hui est une victoire pour chacun d'entre nous à travers le pays et dont la vie sera meilleure grâce à la décision de la Cour suprême. François Durper, on a commencé à l'aborder dans la première partie du débat. C'est une victoire pour Barack Obama, mais on a rappelé que la majorité des Américains étaient contre cette réforme. Mitt Romney, lui, a promis de l'abolir, cette réforme, s'il est élu en novembre. Finalement, ça va peut-être redynamiser aujourd'hui la campagne de Mitt Romney. Oui, en apparence, c'est une victoire pour Barack Obama. D'abord parce que c'est presque une quasi-surprise. Alors, faut jamais faire de pronostic sur la Cour suprême en se disant la Cour suprême est majoritairement conservatrice. Vous savez, la Cour suprême, c'est 9 juges qui sont nommés à vie. Donc ils ont une indépendance totale. Donc même s'ils ont une couleur plus conservateur aujourd'hui que progressiste, on le voit bien, et là la surprise est venue de John Roberts, qui est le Chief Justice, c'est-à-dire le chef de la Cour suprême, qui s'est rallié aux progressistes. Normalement, c'est plutôt Arthur Kennedy qui vote avec les progressistes, qui est conservateur, et ça peut faire 5-4. Mais là, c'est quelque chose qui est quand même surprenant. Pourquoi ? Parce que c'est une tradition. Vous savez, les juges de la Cour suprême, ils jugent en fonction de la Constitution et de l'état du pays. Très très surprenant. Pourquoi, par exemple, les juges de la Cour suprême ont validé les dispositifs d'affirmative action au moment où on pensait que dans cette Amérique de Bush, ces dispositifs allaient disparaître. Une victoire apparente, pourquoi ? On le voit bien d'ailleurs. Vous avez vu Mitt Romney, quand il a dit c'est scandaleux, il avait l'air plutôt content. Pourquoi ? D'abord parce que ça mobilise son camp, ça mobilise les républicains. Et puis aussi parce que ça prive Barack Obama finalement presque de l'argument que les républicains bloquent tout, que les conservateurs bloquent tout. Finalement, l'argument de dire le parti républicain, il offre rien. C'est du no Obama, c'est le party of no. Et donc ça, Barack Obama ne pourra pas le dire. Et vous avez vu dans le discours, il dit qu'importe la politique. Et là, il dit politics. Il dit pas policy. Il y a deux termes aux États-Unis. Politics, c'est la base politique. Et quand Barack Obama dit peu importe politics, la base politique, peu importe finalement à qui ça profite. Oui, mais c'est ça pas profite mal, ça, quand même. Ça lui donne un côté un peu courageux, parce qu'il sait que la majorité des Américains finalement ne le suit pas là-dessus. Il dit ce n'est pas une décision politique, mais je l'ai fait pour le peuple américain. Il n'y a pas beaucoup de politiques qui ont peut-être ce courage-là. De toute façon, il le sait. Barack Obama, il rentre dans l'histoire aujourd'hui. C'est pas être obamaniaque que de dire ça. Il n'y a pas eu de réforme de la santé depuis Lyndon Johnson. Il y a 3 présidents qui ont réformé la santé. Celui qui l'a créé, c'est-à-dire Roosevelt. Celui qui a créé Medicare et Medicaid, après l'assassinat de Kennedy, il a fallu vraiment un mouvement populaire. Mais là, Obama, il va presque plus loin, parce que c'est vraiment un contexte très particulier. Johnson, l'assassinat de Kennedy, une sorte d'unité nationale, et puis surtout un contexte de prospérité. Barack Obama, il arrive à réformer l'assurance santé dans un contexte de crise, et là, il sait que même si ça lui coûte sa réélection, et ça lui coûtera peut-être pas sa réélection, il est le président qui aura réformé l'assurance santé. Martin Michelot. C'est une victoire très très importante pour Barack Obama, dans la mesure où ça valide son discours de campagne de 2008. Son discours de campagne de 2008 qui avait été tellement décrié, lui qui promettait être un président du changement, un président qui pourrait mettre en place des réformes historiques, ça c'est une réforme historique. Le premier à l'avoir mis en place, comme le rappelait M. Durper, 1912, Teddy Roosevelt. Exactement 100 ans. C'est absolument historique. Donc là, ça lui permet de relancer sa campagne qui était en perte de momentum, lui qui en plus commençait à lever moins de fonds que Mitt Romney.
Là, ça va mobiliser la base progressiste. Enfin là, on a regardé des tweets. Mitt Romney, il a encaissé à peine la décision est tombée. $100 000, bang, tout de suite, à peine la décision est tombée. Parce que la question que vous posez, vous dites c'est une formidable victoire, mais François Durper, il dit c'est une victoire apparente. Il dit ça va redynamiser la campagne de Mitt Romney. La campagne de Romney est très dynamique. Ça, c'est pas un souci. C'est la campagne de Barack Obama qui a du mal à décoller, qui d'ailleurs n'a même pas encore décollé. Alors que la majorité des Américains sont contre cette message... réforme et que Mitt Romney va s'en emparer. C'est un message très clair pour la base progressiste. Ce que j'ai dit que je ferais en 2008, ça s'est concrétisé en 2012. C'est un très important message. Sofiane El-Sabag. Là, je préfère il faut se méfier du court terme. Je pense qu'au court terme, évidemment, Obama a gagné. Demain, dans tous les journaux, les headlines, ce sera Obama a gagné. Mais ce qui se passe sur le long terme, c'est que, premièrement, Vanessa l'a rappelé, c'est qu'une majorité des Américains est tout à fait hostile au mandat individuel. Et que, quand on y regarde de plus près, la présidence Obama se fonde sur ce concept de mandat individuel, un concept qui à la base avait été promu par les républicains et par Mitt Romney en premier, en 2006 dans le Massachusetts. Et ça sera son problème pendant la campagne. Ce ne sera pas forcément son problème. Parce qu'on le redit, c'est ça qui est incroyable, c'est quand même que Mitt Romney, cette réforme donc de l'assurance maladie, il l'a mise en place dans le Massachusetts. Alors comment il peut se dédire aujourd'hui? Il va se défendre justement en disant que moi j'ai fait le mandat individuel dans le Massachusetts et pas à l'échelle de l'État fédéral. Donc, comme le rappelait François tout à l'heure, c'est très très important de respecter les prérogatives des États plutôt que de l'État fédéral. Mais alors, si on dit que si la politique n'a pas d'importance, là, en disant que Romney, ce qu'il a fait dans son État, ça a une importance, c'est de la politique. Donc, il va devoir s'en défendre, il va devoir se dédire d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, on va lui dire vous avez changé d'avis. Et là, Obama, je suis d'accord avec toi sur ce point. Je suis d'accord avec toi sur ce point, mais de toute façon, je vais pas chercher à défendre les républicains à tout prix. Il faut simplement noter que la défense de Romney va être très très claire. J'ai fait ça dans le Massachusetts, c'était légal. Et d'ailleurs, la Cour suprême l'a prouvé. Mais en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever à l'État fédéral la possibilité d'ajouter des taxes, comme la Cour suprême l'a confirmé, sur les Américains, notamment les plus pauvres, des classes moyennes. Donc ça va être la défense de Romney. Et c'est une défense qui va être payante, puisqu'on a vu que le mandat individuel, c'est la mesure du plan de santé qui est la plus impopulaire. Et ça, c'est pas prêt de changer. C'est à 30% de popularité. Donc on verra au cours des semaines à venir. Est-ce que ça change? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça baisse? Vous dites que le mandat individuel, c'est le fait de prendre son assurance santé, d'être obligé de prendre cette assurance santé. De façon pratique, un Américain est obligé d'aller vers les compagnies. Et c'est ce qu'il y a de plus impopulaire dans cette loi. Et la victoire à la Pyrrhus, c'est que dans son arrêt, la Cour suprême dit ce mandat individuel. On le valide. D'ailleurs, vous avez vu que la première phrase, c'était pour dire si ça avait tenu qu'à nous, on aurait tout abrogé. Et pour ça que CNN pendant qu'une minute fait passer l'idée un flottement avec de gros problèmes. Ouais. Tout le monde a repris, oui, c'est abrogé, c'était cette première phrase. Et pour dire, mais le mandat individuel est une taxe, donc c'est au Congrès, et c'était au Congrès de voir ça. Sur ce point, mais et là, de toute façon, tu as rappelé, Martin, qu'il ne faut pas play politics. Et c'est vrai, puisque les Républicains, c'était les instigateurs à la base de ce mandat individuel dans les années 90 contre Bill Clinton. Donc évidemment, Mitt Romney va play politics. Mais je veux dire, en temps d'élection, il n'a aucun autre choix. Sinon, il est complètement déjugé par la Cour suprême. Oui, non, l'un des points essentiels de cette loi, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, c'est qu'en fin de compte, les assureurs ne pourront plus sélectionner le risque. Donc, pour la même taille, un homme ou une femme qui fait 140 kilos sera assuré au même prix que celui ou celle qui en fait 70, le premier diabétique, l'autre qui court le 100 mètres en 10 secondes. En gros, enfin, il y a une réduction parce que jusque-là, vous payez en fonction de votre état antérieur. Donc c'était d'autant plus cher que vous étiez malade. Vous avez même des assurances qui ne voulaient plus vous assurer. J'ai vu le témoignage d'une femme qui avait un cancer. Elle a eu un cancer il y a 5 ans. Elle a passé le cap des 5 ans. Et malgré tout, eh bien, aucune assurance ne voulait l'assurer. Je pense que la question de l'impopularité du mandat individuel, il faut quand même en dire un mot. Les Américains, c'est très paradoxal dans les enquêtes d'opinion. C'est-à-dire que les Américains sont à la fois hostiles au mandat individuel pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais en même temps, ils se disent quand même Obama l'a fait. C'est-à-dire qu'Obama l'a promis dans la campagne, il a été élu sur cela et il est allé au bout. Et ils ont vu la difficulté des mois et des mois, d'abord pour ratifier, le faire passer au Congrès, puis après des mois et des mois de procédures judiciaires. On ne rentre pas dans le détail, toutes les cours d'État, les appels, etc. Et là, il arrive au bout, il arrive à gagner. Ça veut dire qu'il y a autour d'Obama désormais un aura de leadership. Ce qui lui avait fait défaut en 2008. Leadership sur le plan de la politique extérieure,
peut-être exagéré. Ben Laden est mort, but de guerre, on va pas chercher plus loin. Quand on a un Américain au fin fond du Midwest ou du Dakota, voilà, il a tué Ben Laden, voilà, il a les capacités de leadership. Par contre, il y a un problème, il a un boulet, c'est quand même, pardonnez-moi, le bilan de sa politique économique. Alors vous allez me dire, il y a une crise qui est passée par là, mais le taux de chômage, on va voir, 8,2%. C'est pour ça que l'incertitude sur cette élection, il y a deux incertitudes qui pèsent sur Obama. La première incertitude, c'est l'économie. Est-ce que, et on le voit bien d'ailleurs, la semi-victoire d'Obama, c'est que c'est le seul chef d'État sortant à pouvoir débattre sur le fait d'avoir fait sortir son pays de la crise. Aucun n'a pu le faire. Lui peut dire, et il fait un clip de campagne là-dessus, et dit voilà, regardez mon bilan. Alors après, ça se discute. Les républicains disent mais non, on n'est pas du tout sortis de la crise. Les Américains n'ont pas du tout la perception d'être sortis de la crise. Et puis ça dépend. Est-ce qu'on regarde le verre à moitié plein ou est-ce qu'on regarde le verre à moitié vide? La moitié des emplois détruits par la crise ont été retrouvés. Alors est-ce que c'est que la moitié des emplois ou est-ce que c'est déjà la moitié des emplois? Donc évidemment, il va y avoir débat là-dessus. Et l'économie va être. Et puis il y a un deuxième élément d'incertitude que je vous livrerai tout à l'heure, si vous voulez, qui est la capacité de mobilisation. En 2008, Obama, il a gagné grâce aux jeunes. Est-ce que les jeunes vont se déplacer? On le voit, il fait beaucoup de discours dans les campus aujourd'hui, Obama. Et ben là, pour les jeunes, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que les jeunes pourront rester sur l'assurance santé de leurs parents jusqu'à l'âge de 26 ans. Exactement. Et qu'ils n'auront pas à faire le choix, en sortant de la fac, de se dire « j'ai pas de boulot ». Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai les moyens de prendre une assurance santé? Ça fait partie des dispositions de la C'est quand même des certitudes qui sont clés dans une campagne. Quand quelqu'un est quelqu'un est devant l'urne, il se dit bon bah grâce à Barack Obama, j'ai quand même. Là, les jeunes, ça peut les inciter justement à aller voter pour Barack Obama. Parce qu'il y a quand même il y a quelque chose de très dangereux pour Barack Obama, malgré sa popularité, etc. Et qu'il n'est jamais passé derrière son adversaire républicain. C'est que son élection est vraiment particulière en 2008. Il mobilise en battant Hillary Clinton, on s'en rappelle dans les primaires, et il mobilise sur un nouvel électorat, des électeurs qui ne s'étaient jamais déplacés. C'est-à-dire, les minorités qui ont toujours voté pour les démocrates, les Noirs américains, c'est 90% démocrates, mais qui là se sont mobilisés. Ça fait plus d'électeurs. Et puis surtout l'électorat jeune, 58 millions, un quart de l'électorat américain qui a moins de 30 ans. C'est complètement atypique. Pourquoi il a perdu les mi-termes? Parce qu'il avait plus les jeunes. S'il revient donc là, sur il peut les récupérer peut-être via cette réforme. Là, vous avez vu dans le discours, il a parlé de l'assurance des jeunes qui désormais peuvent rester sur l'assurance de leurs parents. Et puis deuxième chose, il parle tout le temps de ça en boucle. Il parle des fameuses bourses d'études et des droits universitaires. Je suis d'accord avec toi sur les jeunes. Évidemment, ça va mobiliser sa base. Mais il faut bien voir que, alors d'une part, d'un côté, Mitt Romney, ça va mobiliser sa base aussi, puisque maintenant, c'est le seul recours. Pour abolir Obamacare, il faut voter Romney. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est le centre. Et le centre, quand on regarde les électeurs indépendants, ils pochent côté républicain. Les indépendants ne sont pas séduits par cette loi. Donc, effectivement, Obama renforce sa base, mais il perd peut-être aussi du côté des indépendants au profit de Mitt Romney. Et ça se joue au centre. Il faut quand même nuancer avec le fait que un sondage au début du mois nous dit que il y a seulement 7% des électeurs qui voteront pour leur président en fonction de ce qui s'est passé avec l'assurance santé. Ce qui sera clé, c'est l'économie. Donc là, en effet, on est presque dans un faux débat parce que c'est pas ce qui fera la grosse différence à la fin. En tout cas, c'est une élection qui s'annonce, on peut déjà dire. Ça sera le taux de chômage, ce sera le prix de l'essence, ce sera des choses qui sont tout à fait, qui sont dans les préoccupations quotidiennes des Américains aussi. Je voudrais qu'on termine avec Guy Valencien. On a parlé donc tout au long de ce débat de cette réforme de l'assurance maladie. Est-ce qu'on peut estimer que notre système en France est quand même bien meilleur que celui que ce qu'on voit aux États-Unis? Mais oui et non. Bien sûr, il y a une redistribution qui est faite, mais à un prix assez exorbitant. Il va bien falloir qu'on se pose la question de comment améliorer la productivité de notre système. Ça, c'est clair. Je vous répète qu'en Amérique, il y a des systèmes qui marchent bien. Vous prenez un Kaiser Permanente, en Californie, c'est un système qui marche bien. C'est un système d'assurance qui a ses hôpitaux. Vous prenez le système des vétérans, pareil. Et ce système des vétérans avait été dans un état de déliquescence totale en 80, quand Clinton a dit on ne peut pas. Ils ont voulu le privatiser. Et Clinton a dit non, on ne peut pas privatiser la médecine des anciens combattants. Et maintenant, c'est un des modèles au monde d'organisation hospitalière, de prévention et de soins. Parce que, encore la machine américaine, l'informatisation forcenée des process. En France, on est toujours à courir après le dossier médical personnalisé. On mettra encore 15 ans avant d'avoir un tout début de dossier qui pourrait être partagé entre les professionnels. L'Amérique sait faire ça, parce que toute la machine industrielle est en marche pour ça. Donc il y a quand même des gros... Mais pourquoi on ne sait pas faire, nous? Mais parce que nous sommes trop centralisés.
On en revient Et qu'est-ce qui pêche justement dans le système français aussi? Parce que finalement, on voit aussi le trou même de la sécurité sociale. Le centralisme et la peur du politique, parce que le politique est au cœur. Quand vous voulez fermer un petit hôpital, quand vous voulez fermer un service de chirurgie, vous avez le maire qui défile le premier avec sa banderole devant la population. Donc le député, pareil. À l'Assemblée, il vote la restructuration. Quand il est dans sa campagne le vendredi, samedi et le dimanche, il fait le contraire. Nous sommes dans un pays schizophrène. Nous n'avons pas su décentraliser. Alors, de toute façon, le point commun entre deux systèmes qui sont très très opposés, d'ailleurs les Républicains, quand ils disent oh là là, c'est la sécurité sociale à la française, ça c'est de la politique. Ils le disent. Hein. Oh, c'est abominable. On est beaucoup plus proche, si vous voulez, d'un système proche un peu de ce qui se passe aux Pays-Bas. C'est vraiment très différent de la France. En revanche, le point commun de toute réforme, c'est la même chose. C'est que si on veut réformer ces deux systèmes, eh bien, il faut mettre le paquet sur la médecine préventive. Obama en a parlé, parce que la médecine préventive, c'est à la fois une santé meilleure pour tout le monde, français, américain, et c'est le seul moyen d'arriver à faire des économies de coûts. Là, je pense qu'Obama vient de franchir une étape importante dans la redéfinition de son premier mandat. Et si par hasard il a un deuxième mandat, ça va lui ouvrir des portes très importantes. Par exemple, on pense à Franklin Roosevelt, dont les premiers plans du New Deal avaient été invalidés par la Cour suprême et qui après avait voulu tout de suite rajouter 8 juges en plus. Et donc, pour un président, il est encore pire de voir sa grande réforme invalidée par la Cour suprême que de ne pas être réélu. Donc, pour Obama, c'est quand même une victoire très importante et je pense que c'est ce qu'on retiendra. Là, encore une fois, je ne veux pas défendre les Républicains à tout prix, mais si jamais Mitt Romney est élu contre Obama et si jamais il décroche la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, évidemment, cette loi va beaucoup de soucis à se faire. Puisque Mitt Romney a promis de l'abolir et il le fera. Et s'il a la majorité dans les deux chambres pour le faire, il le fera. Malheureusement, elle ne pourra pas être abolie parce il faudrait qu'il ait une super majorité et or il ne l'aura pas. Absolument. Tout ce qu'il pourra faire, c'est ralentir la mise en place de la loi et il pourra aussi donner des consignes aux États pour ne pas mettre en place les... Il pourra le faire à la majorité simple, je tiens à le souligner, si jamais il est prouvé que cette loi, si elle était abolie, réduisait la dette américaine. Il y a beaucoup de démocrates qui ne le laisseront pas faire. Il y a de nombreux démocrates qui ne les laisseront pas faire. En tout cas, c'est quand même malgré tout une belle victoire par Barack Obama, parce qu'on se souvient quand même d'Hillary Clinton qui s'était cassé les dents sur cette réforme de l'assurance maladie. Et bien lui, Barack Obama y est arrivé. Reste à savoir donc si on pourra conserver cette loi aux États-Unis, suivant si c'est Romney ou Obama qui gagne la présidentielle. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci Martin Michelot, merci François Durper, merci Guy Valencien et merci à Soufiane El Sabag. Très belle soirée. Demain, 19h10, une semaine dans le monde, vous serez avec Gauthier Winsky. Je vous retrouve lundi. Très belle soirée.